Vous regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission consacrée à la vie politique du président de la République du Togo, Jean-Lucien Sanvi de Tové. Quel homme politique a-t-il été depuis les années 90 à ce jour? Comment est-ce qu'il a impacté la vie politique du pays? Merci d'accepter notre invitation, professeur Essoan Mbachana. Vous êtes professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Lomé. Et donc, nous allons poursuivre avec la vie politique du président de la République du Togo dans les années 2000 à ce jour. En 2007, en tant que ministre du Commerce, nommé dans le gouvernement de 2005, ministre du Commerce, il participe aux élections législatives de 2007 avec la CPP, sans sortir avec un siège. Mais comment est-ce que justement ce résultat a impacté sa carrière d'homme politique? Disons que pour les élections législatives de 2007, il n'y avait que 3 partis politiques qui ont pu avoir un siège à l'Assemblée. Nous avions le RPT, je peux me tromper, qui avait 50 sièges. Nous avons l'UFC avec 25 sièges. Et puis le cas qui s'en était sorti avec 4 sièges. Je peux me tromper sur le nombre de sièges. Mais comme je disais, lorsque vous regardez la carte électorale de 2007, le RPT a remporté tous les sièges de Blita à Dapaon, sauf un siège à Sokoré. Et puis l'UFC s'est partagé les sièges du Sud avec le RPT. Et donc, le CAR a obtenu ces 4 sièges dans le Yoto et une partie dans le Vaud. Et donc, nous disons que la CPP n'a pas réussi, bien qu'elle était incarnée par des gens d'une certaine qualité, n'ont pas réussi à convaincre la population. De la population, donc, surtout de la préfecture de Zio. Non, pas forcément de la préfecture de Zio, puisque la CPP avait présenté des candidats, non pas dans cette seule préfecture. Et je disais, même le président de la CPP, Edem Kodjo, qui venait d'être Premier ministre, et même un double Premier ministre, n'a pas réussi à se faire élire, et n'a pas réussi à se faire élire à Kévé. Et d'ailleurs, la première fois que Edem Kodjo s'est fait élire, en 1994, il était candidat de Lomé et non candidat de Kévé. Et c'est pour ça que je disais tantôt que la CPP est apparue comme un parti d'élite, un parti d'intellectuels. Et d'ailleurs, Edem Kodjo le revendiquait. Et donc, pour revenir à votre question, c'est la CPP qui a pris un coup, puisque n'ayant pas de siège à l'Assemblée. Mais je pense que c'est là où la qualité des hommes qui animaient ou qui animent encore ce parti-là a été déterminante. Ils ont perdu l'élection, mais ils n'ont pas quitté véritablement le débat politique et ont continué sous cap à apporter leur contribution. Et Edem Kodjo s'est rapproché, et je suppose avec Sanvi de Tové, sur des positions non pas celles du RPT et puis après unis, mais la position qui consiste à dire nous sommes tous Togolais, il faut dialoguer lorsque nous avons des difficultés. Et puis, après 2007, rappelez-vous que dans la volonté du président Faure Gnassingbé de réconcilier les Togolais, a mis en place ce qu'on a appelé la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et justement, parallèlement à la CVJR, il était important que les Togolais puissent discuter entre eux, d'où la mise en place en 2009 de ce qu'on a appelé le CPDC. Justement, le CPDC dont Jean-Lucien Sanvi de Tové avait été nommé président. À cette époque, quelles étaient les actions majeures qu'il avait menées ou entreprises pour renforcer la démocratie et la stabilité politique au Togo? Et pour répondre à cette question, il faut voir quel était l'agenda du CPDC, le cadre permanent. Comme je le disais, il était question véritablement de réconcilier les Togolais, mais de traiter d'un certain nombre de questions politiques et sociales. Sur les questions politiques,
il était question de réformer la constitution modifiée de décembre 2002 et de rendre on va dire, le paysage politique beaucoup plus compétitif. Il était question aussi de discuter du cadre électoral, notamment le découpage électoral, l'assainissement du fichier électoral, etc., etc. Mais il était aussi question de discuter à l'époque de la mémoire, c'est-à-dire la place qu'occupe dans l'histoire du Togo un certain nombre d'acteurs politiques qui avaient été condamnés ou bannis et dont la mémoire doit être, on va dire, réhabilitée. Il était question aussi de discuter de la question de la chefferie, parce qu'un certain nombre d'acteurs politiques estimaient que la chefferie traditionnelle ou la chefferie coutumière était un peu trop politisée et donc il faut régler le problème. Il fallait aussi discuter des questions foncières. Voilà, etc. Entre autres, autant de questions sur lesquelles le CPDC devrait débattre. Et justement, cette ouverture en 2009 a laissé penser à un certain nombre d'acteurs politiques que c'était le moment était venu pour régler un certain nombre de comptes au pouvoir. Et Jean-Lucien Sanvi de Tové, en tant que président de ce cadre permanent, avait, il faut le dire, il faut l'avouer, fait les couloirs. Les couloirs pour convaincre les caciques du RPT à l'époque d'accepter un certain nombre de réformes et avait fait les couloirs également du côté de l'opposition d'accepter un certain nombre également d'accepter certaines propositions du RPT pour que l'on puisse avancer. Bien évidemment, le CPDC a connu des fortunes diverses. Il y a eu CPDC 1 et puis après CPDC renouvelé, les discussions de Togo Télécom. Mais ce qu'il faut saluer ici, c'est la capacité de Jean-Lucien Sanvi de Tové à dialoguer, à aller vers les amis politiques comme les adversaires politiques. Et en cela, il faut dire que si le Togo n'a pas connu un basculement, c'est justement parce qu'il y avait un certain nombre d'acteurs politiques de cette trempe-là qui ont œuvré pour rapprocher les différentes positions politiques qui étaient, il faut le dire, bien tranchées. Et vous venez donc d'énumérer quelques traits de caractère que vous reconnaissez en la personne de Jean-Lucien Sanvi de Tové, président de la République du Togo, élu par le Congrès le 3 mai dernier. Et quelle analyse faites-vous aujourd'hui, professeur, de ce choix fait par les élus du peuple? Mais je pense que, en toute objectivité, c'est un choix éclairé. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Et j'avoue que j'étais dans la salle. J'étais dans la salle parce qu'en tant qu'historien, je voulais vivre ce moment-là historique et pour voir comment ça se passe. Moi-même, je ne m'y attendais pas, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un choix éclairé. D'abord, son grand âge. Pour moi, c'est un atout. Son grand âge est un atout. Vous savez, chez nous, les anciens sont des baobabs. Les anciens sont des bibliothèques. Nous venons de dire que la tentative de coup d'État, l'affaire des mercenaires, c'est 1977. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien l'échiquier politique togolais. C'est quelqu'un qui connaît bien les acteurs politiques du Togo, aussi bien du sud, du centre que du nord. C'est donc quelqu'un, de par son grand âge, et qui a une sorte de respectabilité et qui peut fédérer. C'est aussi un atout, parce que, il faut le dire, il vient de l'opposition. Il vient de l'opposition, et il était quand même important dans le contexte du basculement de la 4e à la 5e République, qu'il y ait un geste d'ouverture vis-à-vis de l'opposition. Et pour moi, c'est un choix éclairé. Tout ce qu'on va
espérer, c'est que les autres acteurs de l'opposition, qu'ils soient modérés ou non modérés, puissent, n'est-ce pas, l'entourer et l'aider dans sa grande sagesse à faire aboutir la réconciliation entre les Togolais et les acteurs politiques togolais. Dans vos analyses, donc, c'est l'homme qu'il faut à cette place dans ce contexte togolais? C'est l'homme qu'il faut dans le contexte togolais. Peut-être qu'on aurait pu voir 2-3 personnes de cet acabit. Mais je pense très honnêtement que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui à cette place-là. Mais que ces 15 dernières années, depuis 2010, qu'ils ont été les nouvelles du président, puisqu'il avait justement s'est éclipsé de la scène politique. Donc vous comprenez que même en s'étant retiré de la scène politique, en ayant pris une sorte de retraite politique, ce n'est pas pour autant qu'il s'est désintéressé des questions politiques. Et je parie qu'il était consulté de façon régulière sur les questions d'intérêt national. Et quel rôle majeur aura-t-il aujourd'hui à jouer pour la stabilité durable du pays? Je pense que le Togo lui sera reconnaissant s'il réussit déjà. Il réussit déjà à faire discuter les acteurs politiques. S'il réussit déjà à mobiliser autour de lui un certain nombre d'acteurs dont on connaît le positionnement politique. Le Togo lui serait reconnaissant s'il réussit à créer ou à renforcer cette stabilité politique dont on connaît le Togo, qui permet aux investisseurs de s'intéresser au Togo. Le Togo ou les Togolais lui seront très reconnaissants si, de par son grand âge, il réussit également à avoir une sorte de complicité avec le président du Conseil, de sorte que la complicité entre les deux membres de l'exécutif puisse jaillir sur les autres institutions. Et il sera appuyé dans ses fonctions donc, par la chefferie traditionnelle, dans ses prérogatives, ce qu'il était dit. Il recevra, par exemple, les nouvelles ambassadeurs accrédités près le Togo en présence de la chefferie traditionnelle. Mais pourquoi et quelle importance est-ce que cela dans ce contexte actuel? Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez suivi, le 26 avril dernier, nous avons présenté ce que nous avons appelé les grandes figures de l'indépendance du Togo. Et sur les grandes figures, vous aurez pu noter la présence de la chefferie traditionnelle. Et j'expliquais aux acteurs politiques qui étaient dans la salle que la question de l'intérêt ou de l'implication dans le débat politique de la chefferie traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. C'était déjà eux, les premiers parlementaires du Togo, parce que lorsque le gouverneur Bonkaré a pensé à créer ce qu'on a appelé les conseillers notables, qui sont, disons, l'ancêtre des conseillers municipaux et des conseillers municipaux, c'est d'abord les chefs traditionnels qui ont été sollicités. Et donc ces chefs traditionnels, voyez-vous, ce sont les acteurs à la base. Et il ne vous manquera pas de dire, enfin, il ne vous échappera pas que. Et lorsque vous regardez les élections violentes que nous avons connues au Togo, notamment les élections présidentielles, sont en partie l'œuvre des chefs traditionnels. Et donc, maintenant qu'on implique les chefferies, véritablement les chefferies traditionnelles, qui sont aux côtés du président de la République, je pense que ça permet alors à l'émanation du peuple qu'est le président de la République de discuter avec les acteurs de terrain que sont les chefs traditionnels. Vous ne voyez donc pas de risque que ceux-ci se voient détournés de leur rôle notable dans nos communautés togolaises? Au contraire, vous ne pouvez pas penser à une gouvernance sans l'application des chefs traditionnels. Et moi, je pense qu'il faut renforcer leur autorité. Il faut renforcer leur autorité, et le renforcement de leur autorité passe aussi par les symboles. Voyez-vous, un président de la République qui reçoit un chef traditionnel, lorsqu'il retourne dans sa base, il me semble qu'il y aura un autre regard vis-à-vis de son peuple.
Vous avez parlé dans cette émission du CPDC, hein, le cadre permanent de dialogue et de concertation dans les années 2000. Aujourd'hui, nous connaissons le CPP, le cadre permanent de dialogue. Mais quelle importance de garder cette tradition? Et je pense que aujourd'hui, si nous avons la stabilité que nous avons, si nous n'avons pas connu de crise majeure, si nous n'avons pas connu ce que les autres pays, notamment le Rwanda ou la Côte d'Ivoire, ont connu, c'est grâce à cette capacité des acteurs togolais à discuter et à dialoguer. Et pour moi, il me semble qu'il faut garder véritablement cette possibilité de dialogue et de discussion entre les acteurs. Oui, ils peuvent discuter sans se comprendre, ils peuvent discuter sans se mettre d'accord, mais au moins ils se sont mis d'accord, qu'ils ont discuté et qu'ils ne sont pas entendus sur un certain nombre de points. Et donc, pour moi, tout ce qui peut être cadre de discussion, cadre de dialogue, sont des cadres importants dont il faut renforcer les compétences et même souhaiter une plus grande régularité des réunions, puisque ça permet de débattre des questions d'intérêt national, ça permet aux acteurs politiques, chacun de dire sa position et de voir comment l'administration, dans la mesure du possible, intègre ces préoccupations des partis politiques dans la gouvernance nationale. Professeur Bachana, quand vous observez aujourd'hui la scène politique togolaise, notamment du côté de l'opposition, aussi, on reste dans le registre du président Jean-Lucien Sanvi de Tové, de 77 à ce jour. Pensez-vous que pour l'opposition, il a laissé en héritage, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce que cette opposition, après lui, s'est-elle réinventée? Est-ce que la classe politique togolaise s'est réinventée? Et il y avait ce caractère de dialogue que vous reconnaissiez à l'époque pour les acteurs politiques de l'opposition, aussi de la majorité. Il faut quand même reconnaître que, et je le dis avec beaucoup de mains tremblantes, que les acteurs politiques que le Togo a connus après la conférence nationale, et après 1991, avaient une certaine envergure. Et avait une certaine culture générale. Et il me semble que sans faire injure... Est-ce que vous observez aujourd'hui de moins en moins, peut-être? De moins en moins. Et de moins en moins, et on peut le regretter. On peut le regretter. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne prend pas suffisamment le temps de mûrir la réflexion au sein des partis politiques. On se contenterait de slogans. Or, effectivement, les slogans ne permettent pas de gouverner un pays. On se contente des propositions à la limite du populisme. Or, le populisme, dans notre contexte, ne permet pas de parvenir au pouvoir. Et donc, pour moi, l'héritage laissé par Sanvi de Tové, comme d'ailleurs les acteurs politiques de sa période, doit être réinventé. Je pense que les acteurs politiques d'aujourd'hui devraient pouvoir aller à l'école de ceux qui ont animé la vie politique depuis 1990. Je ne dis pas qu'ils sont des dieux, mais il me semble que même s'il y a eu quelques déviances, il y avait un certain nombre qui avaient cette carrure de respectabilité, de culture générale, de diplomatie et qui savaient emprunter parfois les couloirs. Comment transmettre donc cet héritage aux générations nouvelles? Non, mais je pense que c'est pour ça que Sanvi de Tové est là, et c'est pour ça que je disais que mon souhait, c'est qu'il puisse réussir à mobiliser autour de lui un certain nombre d'acteurs. Vous savez, on apprend à travers les livres, mais on apprend aussi aux côtés des plus anciens. Et pour quel regard portez-vous aujourd'hui sur le rôle ou même l'implication des jeunes dans la vie politique du pays? Pensez-vous il y a toujours cette méfiance ou pas? Je ne peux pas parler de méfiance des jeunes, mais je pense que le débat politique s'est dégradé. Je parle de la qualité du débat. Je parle de la qualité du débat qui s'est dégradée.
peut-être l'effet des réseaux, les réseaux sociaux. Vous voyez, et hier, on organisait des conférences, on organisait des séminaires, on organisait, etc., pour discuter et débattre des questions importantes. Aujourd'hui, on se contente de quelques morceaux de phrases sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'on se cache derrière son clavier fait aussi que le débat n'est pas d'un très haut niveau. Je constate simplement que il y a plus d'invectives, il y a plus de slogans que de vrais débats politiques lorsque vous parcourez les réseaux sociaux. Et donc, les jeunes devraient pouvoir accepter de se former à la chose politique. Le professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Lomé, quel rôle votre institution, l'université de Lomé, pourra-t-elle jouer pour aujourd'hui faire changer cette tendance? Et nous jouons déjà le rôle qui nous est assigné, c'est-à-dire de former les jeunes. Et je pense que, même s'il y a quelques difficultés que nous connaissons, l'université et les universitaires font l'effort de mériter la confiance qui a été placée en eux. Maintenant, l'université ne forme pas les politiciens. C'est les partis politiques de former les citoyens qui sont militants dans leur parti. Et c'est pour ça que, vous voyez ailleurs, il y a des conventions, il y a des conférences d'été, et il me semble que les partis politiques togolais devraient pouvoir suivre ces exemples-là et créer des cadres qui permettent donc de former les jeunes à la citoyenneté et à la vie politique. La vie politique, justement, la configuration togolaise, elle a connu beaucoup de nouveautés, pour ne pas dire de changements, de la décentralisation. Aujourd'hui, un régime parlementaire. Comment vous voyez ce nouvel élan-là dans les 10, 15, 20 prochaines années? Et je pense qu'on est en train de passer... Vous voyez, les années 90, on va dire, la parenthèse est en train d'être fermée. La parenthèse est en train d'être fermée et vous voyez que la Constitution de 92 a été véritablement une constitution, même si elle a été votée à une large majorité, qui n'a pas réussi à mettre les Togolais ensemble. Et je parlais des acteurs politiques de l'époque qui également, et ceux-ci, ont commencé par disparaître. Et donc je pense que, avec la Ve République, c'est la fin d'une période et le début d'une nouvelle ère. Et on ne dit pas que la Ve République, c'est la panacée. Mais il me semble que sur ce qui va être fait, et c'est pour ça que j'invite les différents acteurs à beaucoup plus de lucidité dans la lecture pour pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger, améliorer ce qu'il y a à améliorer. Et si, au bout d'un certain moment, on pense qu'il y a tel ou tel élément qui ne permet pas au Togo d'offrir le bien-être, de corriger. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et c'est pour ça que moi j'invite la classe politique, et particulièrement les jeunes, à pouvoir connaître davantage la Constitution, connaître leurs devoirs et leurs droits, mais en même temps faire en sorte qu'ils puissent être les moteurs autour desquels le développement va se construire. Justement, la Ve République a mise sur l'inclusion. Comment les acteurs politiques peuvent-ils garantir cela? Mais je pense que c'est déjà à travers l'organisation même de la Constitution. Oui. Et vous voyez, c'est vrai que beaucoup ont un regard, on va dire, critique vis-à-vis de la Ve République. Mais je pense que c'est un régime qui permet donc de ramener le pouvoir au peuple. Puisque au centre aujourd'hui des compétitions électorales, les législatives. Et les législatives, c'est l'émanation du peuple. Et donc on ramène le pouvoir à la base, au Parlement. Et donc qui dit au Parlement dit le peuple. Et le fait que la décentralisation soit aujourd'hui plus ou moins intégrale,
D'ailleurs, bientôt, il y aura les secondes élections municipales. Il me semble que le train qui a démarré, il faut pouvoir le rattraper. Et ce train-là, me semble-t-il, permet au président du Conseil de revenir au Parlement pour écouter les préoccupations des parlementaires qui sont l'émanation des populations. Et les populations également peuvent saisir à la base les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, et d'ailleurs les gouverneurs sont désormais dans les régions pour s'occuper des problèmes de territoire et de l'aménagement du territoire. Professeur Batiana, nous parlions donc dans cette émission, une émission qu'on a donc commencé par diffuser depuis hier sur New York Info sur le parcours, la vie politique du président Jean-Lucien Savy de Tové, président de la République togolaise à titre honorifique. Et vous êtes élu donc par le Congrès pour un mandat de 4 ans. Vous êtes confiant quant à une bonne collaboration au sein de l'exécutif, cet exécutif aujourd'hui qui sera désormais assuré par le président de la République et le président du Conseil. Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant au regard du tempérament des deux principaux acteurs. Je disais tantôt que le président de la République, Savy de Tové, a un grand atout, son âge, c'est quelqu'un d'assez modéré. Et vous êtes d'accord aussi avec moi que le président du Conseil, c'est quelqu'un qui cherche l'ouverture, qui est un homme de dialogue et de concertation. Il me semble que c'est de ces figures-là que le Togo a besoin aujourd'hui pour amorcer son développement. Quoique issu de l'opposition à l'époque, aujourd'hui, le président de la République incarne une posture de neutralité, partialité. Qu'est-ce que cette jeunesse des années 2000 devra retenir de la vie politique qu'il a eue avant cette époque? La jeunesse des années 2000 n'est plus aussi jeune. Hein? Et aujourd'hui, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Mais ce que moi je voudrais qu'il puisse retenir, c'est la combativité, le travail et la persévérance. Merci, professeur Essoana Batiana. Merci d'être passé sur ce plateau. Professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis sur New York Info. C'est la fin donc de cette série d'émissions consacrée à la vie politique du président de la République du Togo, Jean-Lucien Savy de Tové, président de la République à titre honorifique. Merci et bonne suite de programme sur New York Info.